À la réunion, le PDG se moqua de la serveuse en allemand, mais il ignorait qu'elle était fluente et elle l'a réduite au silence. La cloche d'entrée du café Élégance tinta doucement alors que Claire Dubois terminait d'ajuster les couverts sur l'une des grandes tables du salon privé. À 24 ans, elle était l'image même de la discrétion. Posture droite, gestes précis, regard attentif. Elle portait l'uniforme noir et blanc impeccable qui définissait les serveuses du café, située à 2 pas de l'avenue des Champs-Élysées. Pourtant, dans cette pièce où les murs dorés reflétaient les lumières tamisées, elle semblait presque invisible aux yeux des invités. Ce soir-là, un grand événement de la multinationale Elmertech battait son plein. Les conversations résonnaient dans un mélange de langues, français, anglais, allemand, italien. Des dirigeants venus de toute l'Europe occupaient les fauteuils de velours, échangeant toasts, idées et flatteries diplomatiques. Claire, elle, circulait entre les tables, avec un plateau argenté, esquivant les gestes brusques, anticipant les besoins. Elle connaissait ce genre de soirée, des visages différents, mais toujours la même dynamique. Indifférence envers le personnel, sourire fin pour les supérieurs. Personne ici ne savait que Claire parlait 5 langues couramment, ni qu'elle possédait un diplôme universitaire en médiation interculturelle. Ce n'était pas un secret honteux, simplement un chapitre qu'elle avait mis en pause. Un accident familial, des factures impayées, puis un poste temporaire qui s'était allongé. De serveuse occasionnelle, elle était devenue une figure stable du café Élégance. Elle ne s'en plaignait pas. Elle observait. Elle apprenait. Et parfois, elle imaginait les histoires de ceux qu'elle servait. Mais ce soir, quelque chose était différent. Alors qu'elle déposait une coupe de champagne près d'un homme en costume sombre, elle sentit un frisson d'hostilité. L'homme, grand, le regard perçant derrière des lunettes rectangulaires, la détaillait d'un air condescendant. Il s'agissait de Klaus Meinhardt, le PDG allemand de Elmertech. Depuis son arrivée, il avait à peine dissimulé son agacement face à ce qu'il considérait comme de la médiocrité logistique. Trop de bruit, trop de serveurs, trop de Français, disait-il. Claire sentit son regard peser sur elle comme une évaluation silencieuse, catégorique. Lorsqu'elle tourna pour servir une autre table, elle perçut un éclat de rire étouffé derrière elle. Elle ne se retourna pas. Son visage resta neutre. Elle avait appris, au fil des mois, à encaisser sans réagir. Mais ce soir, l'air était chargé d'une tension particulière. La salle privée du café Élégance, habituellement réservée à des dîners haut de gamme, vibrait d'une certaine arrogance collective. Les directeurs riaient entre eux de manière feutrée, comme s'ils savaient quelque chose que le reste du monde ignorait. Claire les écoutait sans en avoir l'air. Elle enregistrait chaque mot, chaque accent, chaque pause. Elle savait capter l'essentiel dans le non-dit, qu'elle comprenait bien plus que ce qu'ils imaginaient. Dans un coin de la pièce, une serveuse plus jeune renversa légèrement du vin en remplissant un verre. Klaus fronça les sourcils et marmonna quelque chose entre ses dents. Claire s'approcha rapidement pour l'aider, prenant la bouteille et reprenant le service d'un geste sûr. Le dirigeant allemand ne la regarda même pas. La soirée avançait, ponctuée de discours commerciaux et de sourires diplomatiques. Les plats s'enchaînaient avec une précision millimétrée. Claire, tout en servant, captait les interactions, devinait les jeux de pouvoir. Certains invités, notamment les Français, la saluaient poliment, sans excès. D'autres, majoritairement les étrangers, la considéraient comme une partie du décor. Elle ne s'en offusquait pas, mais elle notait, elle mémorisait. Parce qu'un jour, elle savait que ces détails prendraient tout leur sens. Ce fut au moment du service du 2e plat que Claire sentit le regard de Klaus sur elle s'intensifier. Elle se pencha légèrement pour ajuster un couvert. Dans un miroir du mur, elle aperçut le reflet de l'homme, penché vers un autre cadre à sa droite. Il disait quelque chose en allemand, un murmure, un commentaire à peine audible. Mais même sans l'entendre clairement, elle savait. La soirée venait de franchir une ligne. Claire redressa le dos, reprit son plateau et continua son service sans ralentir. Mais dans ses yeux brillait désormais une lueur différente. Pas de colère, pas de blessure, une résolution calme, acérée comme une lame dissimulée dans du velours. Dans une salle remplie de dirigeants, de décisions stratégiques et d'égos surdimensionnés, une serveuse devenait soudain beaucoup moins invisible. Elle venait d'entrer dans la partie. Claire venait à peine de poser un plateau vide sur le comptoir qu'un nouvel appel de la salle la rappela à son rôle.
Le rythme s'était intensifié depuis l'arrivée des plats principaux et les invités semblaient s'être installés dans une routine confortable de bavardage, de flatteries voilées et de verres qui ne devaient jamais rester vides. Elle prit une bouteille de vin rouge soigneusement décantée et retourna vers la table d'honneur, où les cadres les plus hauts placés de Helmertech étaient installés. Klaus Meinhardt y trônait avec sa posture rigide et son visage austère. Depuis le début de la soirée, il n'avait pas adressé un mot à Claire, ni même croisé son regard. Ce n'était pas une absence d'intérêt, mais plutôt une manière délibérée de lui rappeler sa position dans la hiérarchie silencieuse qui régissait ce genre d'événement. Elle n'était pas là pour être vue, ni entendue, simplement pour servir, se fondre dans le décor et disparaître une fois sa tâche accomplie. Lorsqu'elle s'approcha de lui avec la bouteille, son attention fut attirée par un léger chuchotement à sa droite. Elle ralentit à peine, mais ses oreilles, bien entraînées, captèrent les mots. Klaus, penché vers un collègue allemand assis à sa gauche, venait de dire, dans un ton sarcastique et étouffé, « Ces Français mettent vraiment n'importe qui pour nous servir, même cette fille-là qui a l'air complètement perdue. » Le rire discret qui suivit fut un coup de poignard déguisé en soupir. Le ton, la formulation, la manière dont il avait choisi de le dire en allemand, tout témoignait d'un mépris soigneusement contenu, destiné à ne pas être entendu par ceux qui, selon lui, ne pourraient jamais comprendre. Mais Claire comprenait. Chaque mot. Elle ne réagit pas. Pas un sursaut, pas une hésitation dans son geste lorsqu'elle versa le vin dans le verre de Klaus. Elle fit même un léger signe de tête respectueux, comme si de rien n'était. Mais ses yeux, un bref instant, croisèrent ceux du dirigeant. Il n'y lut rien. Rien de ce qui bouillonnait sous la surface. Pourtant, quelque chose en elle venait de se solidifier. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de remarques, mais c'était la première fois qu'elle décidait que cela ne passerait pas inaperçu. Elle s'éloigna en silence, retourna au comptoir et reprit un autre plateau, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son esprit, les mots de Klaus résonnaient. Pas par leur cruauté, ils étaient d'une banalité affligeante. Ce qui l'avait frappé, c'était l'arrogance avec laquelle il les avait prononcés, la certitude d'être incompris, l'impunité dans l'humiliation. Elle repensa à toutes les années passées à étudier, à traduire des documents diplomatiques, à se former pour devenir pont entre les cultures. Elle avait étudié l'allemand pendant plus de 10 ans, lu Goethe dans le texte, passé des mois à perfectionner son accent berlinois. Et ce soir, elle se tenait là, avec un tablier et un plateau, écoutant un homme la réduire à une erreur logistique, simplement parce qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas comprendre. En revenant vers les tables, elle fit attention à ne rien laisser transparaître. Sa démarche était toujours aussi fluide, ses gestes aussi précis. Mais à chaque fois qu'elle passait près de Klaus, ses oreilles restaient aux aguets. Et elle n'eut pas à attendre longtemps pour entendre de nouvelles remarques. Toujours en allemand, toujours sur le même ton moqueur. On dirait qu'elle flotte dans cette salle comme un fantôme sans utilité. Si elle comprend ce qu'elle fait ici, elle a bien caché son jeu. Peut-être qu'elle a été embauchée parce qu'elle connaît quelqu'un. Ce ne serait pas surprenant. À chaque fois, les rires suivaient, discrets mais réels. Klaus parlait comme on parle d'un objet. Et même parmi ceux qui ne comprenaient pas l'allemand, le langage corporel suffisait à faire passer le message. Claire sentait les regards qui glissaient sur elle, certains compatissants, d'autres simplement curieux. Pourtant, elle ne se détourna pas. Elle décida à cet instant précis que ce serait elle qui choisirait comment et quand répondre. Il ne s'agissait pas d'un excès d'orgueil ni d'une revanche personnelle. C'était une question de dignité. Pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qu'on rendait invisibles au quotidien parce qu'ils ne portaient pas le bon costume ou ne se trouvaient pas au bon poste dans l'organigramme. Lorsqu'elle revint à la table principale avec un nouveau plateau de mignardises, elle entendit Klaus chuchoter à un autre directeur allemand. Ce serait amusant de lui demander de dire quelque chose en anglais, juste pour voir. Le ton était suffisant, mais cette fois le regard de Claire croisa directement celui de Klaus au moment exact où il finissait sa phrase. Il eut un très léger sursaut, imperceptible pour les autres, mais elle le vit, et elle sut, à ce moment précis, qu'il venait de se poser une question. Est-ce qu'elle comprend? Claire ne dit rien. Elle déposa le plateau avec un sourire neutre, recula d'un pas et attendit qu'il se serve. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle ne cherchait plus à se faire oublier. Elle s'imposait désormais par sa simple présence, par une maîtrise tranquille de l'espace.
Lorsqu'elle tourna les talons pour rejoindre la cuisine, un frisson d'électricité sembla traverser la pièce. Les conversations reprirent, mais moins fluides. Une tension flottait dans l'air, légère mais perceptible. Klaus jeta un regard vers la porte par laquelle Claire venait de disparaître. Ses doigts tapotaient nerveusement le bord de son verre. Dans la cuisine, Claire s'appuya contre le mur un instant, ferma les yeux et respira profondément. Elle n'était pas en colère, elle était concentrée. Il y avait une grande différence entre réagir sous l'effet de l'émotion et choisir le bon moment pour parler. Elle avait compris ce que Klaus pensait d'elle, ce qu'il pensait des Français, ce qu'il pensait du personnel de service. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'elle détenait l'arme la plus puissante dans cette salle remplie de pouvoir, la vérité, la lucidité et la capacité de s'exprimer dans sa propre langue, avec la même précision qu'un diplomate. Ce soir, elle allait répondre. Pas maintenant, mais bientôt. Et cette fois, personne ne rirait. La chaleur ambiante du salon privé semblait avoir changé de nature. Elle n'était plus seulement causée par les lustres étincelants ou la densité humaine autour des tables garnies de mets raffinés, mais par quelque chose de plus insidieux, une tension presque imperceptible qui s'était immiscée dans l'air, se glissant dans les silences d'entre les conversations, dans les regards échangés furtivement et dans les inflexions de voix volontairement abaissées. Claire, elle, poursuivait son service avec la même rigueur silencieuse. Mais derrière sa tranquillité apparente, chaque geste qu'elle effectuait était désormais guidé par une attention aiguisée. Elle ne servait plus simplement des verres ou des assiettes. Elle lisait la salle comme un texte complexe où chaque mot, chaque ton, chaque souffle avait son importance. Le comportement de Klaus Meinhardt, ponctué de remarques cinglantes en allemand, s'était transformé en un fil rouge de la soirée. Il pensait encore parler dans un espace protégé, comme si la barrière de la langue suffisait à transformer ses paroles en murmures inoffensifs. Mais Claire enregistrait tout. Elle avait décidé, sans se l'avouer totalement, de lui répondre. Pas par vengeance, mais pour rappeler que l'intelligence n'a pas de costume désigné et que le silence n'est pas toujours synonyme d'ignorance. Elle se préparait donc patiemment, avec la même discipline que celle qu'elle appliquait lorsqu'elle s'exerçait autrefois, à traduire des discours diplomatiques complexes en temps réel. Alors que le deuxième service touchait à sa fin, un changement subtil s'opéra dans son comportement. Claire commença à anticiper les besoins des convives allemands avant même qu'ils n'expriment leurs demandes, parfois en les devinant par le regard, d'autres fois en s'approchant juste au moment exact où l'un d'eux s'apprêtait à parler. Elle le faisait sans insistance, avec une fluidité naturelle qui ne laissait pas supposer d'intention particulière. Pourtant, à chaque fois qu'elle agissait ainsi, elle notait le léger froncement de sourcils de Klaus, ses regards de biais, les interruptions dans ses chuchotements. Au bout d'un moment, l'effet devint impossible à ignorer. Claire réagissait à des propos murmurés en allemand, avec une précision telle qu'elle aurait pu passer pour une employée spécialement affectée à leur table. Elle leur apportait du vin au moment exact où ils en faisèrent la remarque à mi-voix. Elle ramenait des serviettes propres juste après une réflexion discrète sur un verre tombé. Elle ajustait les chaises avant même qu'un convive se lève. Tous ces gestes, quoique naturels en apparence, formaient un ballet trop coordonné pour être purement accidentel. Klaus, de plus en plus sur la défensive, la suivait du regard avec une suspicion nouvelle. Son comportement changea subtilement. Il devint plus distant avec ses collègues, plus économe en commentaires, plus attentif à la position de Claire dans la salle. Il semblait chercher des signes, tenter de comprendre si elle comprenait réellement. Et plus il l'observait, plus son malaise grandissait. Un moment marquant survint lorsqu'un des invités allemands, cherchant le nom d'un vin local qu'il ne retrouvait pas, se tourna vers ses collègues en demandant, toujours en allemand, s'il se souvenait du domaine en question. Claire, qui passait derrière lui à ce moment-là, s'arrêta doucement sans se retourner et dit d'une voix posée mais assurée « Le Clos des Belles Vignes, millésime 2015, monsieur ». Un silence brutal s'abattit sur la table. Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire, cependant, ne chercha pas à maintenir l'attention. Elle se contenta de poser calmement le plateau qu'elle tenait sur une desserte voisine, puis poursuivit son chemin vers une autre table, comme si cette intervention n'avait rien eu d'extraordinaire. Mais dans son dos, elle sentait les yeux fixés sur elle, et surtout ceux de Klaus, dont l'expression s'était figée dans une méfiance contenue. L'homme qui avait posé la question, surpris, se pencha vers Klaus et murmura quelque chose. Klaus ne répondit pas immédiatement,
Il se redressa dans son fauteuil, croisa les bras, puis jeta un coup d'œil vers Claire, qui, à cet instant précis, riait poliment à une remarque d'un autre client à l'opposé de la salle. Il comprit alors que quelque chose lui avait échappé, mais plutôt que de se remettre en question, il se raidit davantage. Il interpréta cette intervention comme une provocation voilée. Peut-être qu'elle avait deviné le sens de ses commentaires précédents, peut-être qu'elle savait. Cette idée, loin de l'humilier, le rendit plus agressif intérieurement. Il n'aimait pas être pris en défaut, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Le reste de la soirée fut teinté d'une hostilité silencieuse. Claire continuait son service avec la même efficacité, mais elle sentait que le ton général avait changé. Les convives parlaient moins fort. Les rires étaient plus rares. Certains des directeurs français présents semblaient eux aussi avoir perçu l'évolution de l'atmosphère. Monsieur Laurent, notamment, observait Klaus avec un œil critique. Il avait remarqué les murmures, les regards appuyés et désormais l'évidente tension qui s'était installée entre la serveuse et le PDG allemand. À plusieurs reprises, Klaus tenta de relancer des conversations légères avec ses collègues, mais son ton sonnait faux. Claire, elle, continuait à opérer dans la salle comme si de rien n'était, mais en réalité, elle avançait chaque pièce de son jeu avec une précision méticuleuse. Elle savait désormais que la façade avait commencé à se fissurer. Elle n'avait pas besoin de déclarations grandioses, ni de confrontations publiques. Il lui suffisait de continuer à se tenir là, calme, présente et parfaitement consciente. Sa compréhension de la langue de Klaus n'était pas une arme à brandir, mais un miroir qu'elle avait discrètement dressé devant lui. Et chaque fois qu'il parlait, chaque fois qu'il murmurait, il risquait désormais de se voir tel qu'il était réellement, sans filtre, sans protection. La tension dans le salon avait atteint un point critique. Ce n'était pas encore un affrontement, mais c'était plus qu'un simple malaise. C'était l'annonce d'un basculement. Et Claire, sans un mot de trop, venait de prendre le contrôle de la situation. Le rythme de la soirée ralentissait légèrement, mais la tension dans le salon privé ne faiblissait pas. Les plats avaient été servis avec précision, les verres remplis à nouveau, et pourtant, les sourires des invités commençaient à se figer. Claire, toujours aussi méticuleuse dans ses gestes, sentait que l'équilibre subtil qui régissait la salle était en train de basculer. Chaque déplacement, chaque regard, chaque murmure était chargé d'un poids nouveau, comme si tous attendaient que quelque chose se produise. Et cette attente ne tarda pas à être comblée. Klaus Meinhardt, de plus en plus conscient de l'attention discrète que suscitait son comportement, décida de reprendre l'ascendant à sa manière. Il n'aimait pas être observé, encore moins deviné. Et ce qu'il soupçonnait désormais, que Claire comprenait parfaitement ce qu'il disait depuis le début, le mettait dans un état de contrariété contenue. Il ne pouvait pas accepter l'idée d'avoir été pris en flagrant délit de mépris par une employée qu'il estimait n'avoir jamais vraiment regardé. Il fallait donc qu'il reprenne le dessus. Il opta pour une stratégie familière, à ceux qui ne supportent pas d'être contredits. Humilier l'autre mais en gardant l'apparence d'un jeu anodin. Au moment où Claire s'approchait pour débarrasser les assiettes de la table principale, Klaus fit glisser délibérément sa serviette en tissu sur le sol. Le mouvement était trop précis pour être un accident. Il attendit une seconde, puis tourna la tête vers elle et, d'une voix claire, dit en allemand « Vous pouvez ramasser ça pour moi ?» Voyons si elle comprend au moins les ordres simples. La phrase en soi n'était pas criée, mais elle fut prononcée suffisamment fort pour que plusieurs personnes autour entendent. Les rires ne suivirent pas immédiatement. Quelques regards se tournèrent vers Claire, dont le visage ne trahit aucun trouble apparent. Elle s'abaissa lentement, ramassa la serviette avec une élégance mécanique, puis la reposa avec soin sur le bord de l'assiette de Klaus, sans le regarder dans les yeux. Elle ne dit rien. Pas encore. Elle savait que la salle tout entière venait de capter l'essence de cette provocation. Il ne s'agissait plus d'un commentaire anodin glissé entre deux verres de vin. C'était une attaque directe, publique dans son intention, bien que couverte par la barrière linguistique. Klaus avait voulu tester les limites, et Claire venait de lui montrer qu'elle les connaissait, mais qu'elle choisissait encore de ne pas les franchir. Mais tout le monde ne resta pas indifférent. Monsieur Laurent, directeur de Elmertech France, assis quelques sièges plus loin, fronça les sourcils en observant la scène. Il avait assisté à l'échange et avait bien entendu la remarque de Klaus. Même s'il ne parlait pas allemand couramment, les mots simples et le ton moqueur ne laissaient que peu de doute sur leur signification. Il ne réagit pas immédiatement,
mais Claire sentit son regard peser sur elle avec un mélange d'inquiétude et de respect naissant. L'attitude de Klaus ne s'arrêta pas là. Après avoir vu que sa remarque n'avait pas provoqué la réaction espérée, il continua à enchaîner les commentaires, cette fois plus subtils, dissimulés derrière des sourires convenus. Il félicitait le service pour son efficacité malgré les limitations, faisait l'éloge de l'organisation compte tenu du niveau local, et insinuait que le dîner était agréable, même avec le personnel fourni. Le ton restait ironique, les propos délibérément ambigus. Claire, de son côté, se servait de chaque nouvelle remarque comme d'un pas de plus vers la réponse qu'elle préparait. Elle n'allait pas réagir avec colère ni indignation. Elle connaissait le pouvoir de la maîtrise. Plus Klaus se dévoilait par ses mots, plus elle se fortifiait par son silence. Elle ne s'effaçait pas, elle s'enracinait, et ceux qui l'observaient attentivement, comme M. Laurent, commençaient à percevoir cette différence. La salle entière semblait retenir son souffle. Le cliquetis des couverts était devenu plus mesuré. Certains invités regardaient Claire avec Claire Dubois, s'approchaient d'une table où plusieurs cadres allemands, menés par Klaus Meinhardt, discutaient d'un projet de partenariat en Europe de l'Est. Le plat principal venait d'être servi et l'atmosphère reprenait un rythme plus détendu après l'intensité du hors-d'œuvre. Elle tenait dans sa main droite un plateau en acier poli sur lequel reposait un verre d'eau et un petit pain beurré. Tout semblait ordinaire. Cependant, dans la microseconde entre son passage et son retrait, Klaus la relança. Il fit tomber volontairement un serviette de table, un simple pli de tissu blanc, non de façon maladroite, mais avec un geste juste assez calculé pour que tous laissent entendre qu'il attendait quelqu'un pour la ramasser. Il hocha la tête vers Claire en murmurant, en allemand, « Malsain, ob sie wenigstens buffet le Versteht ». Voyons voir si elle comprend au moins les ordres. Un ricanement discret suivit, mais suffisant pour que les deux directeurs à côté partagent un sourire complice. On eût dit un défi silencieux. Claire s'arrêta un instant, bien qu'elle eût déjà identifié la situation. Elle prit le serviette avec calme, sans lever la voix. Son regard effleura celui de Klaus, mais elle ne laissa apparaître aucune réaction visible. Elle se pencha, ramassa le tissu et remonta avec le même aplomb qu'elle affichait depuis le début de la soirée. Elle s'apprêtait à déposer le serviette dans un coin discret quand elle remarqua le directeur français, Laurent, qui avait entrevu la scène. Il fronça les sourcils, puis jeta un regard interrogateur vers Claire, mais elle ne fit rien. Elle remit la serviette et continua son chemin. Toutefois, à cet instant précis, quelque chose internement changea. Claire ressentit que ce geste, apparemment anodin, était en fait une marque intentionnelle de condescendance. Un test lancé par Klaus. Le commentaire en allemand, le regard de défi, le rire étouffé. Tout cela, elle en percevait clairement. Elle ne répondit pas immédiatement, ne manifesta aucune impatience, parce qu'elle savait que sa réaction ne devait pas être spontanée, mais réfléchie, maîtrisée. Elle voulait que l'effet soit plus fort que le bruit des murmures. Puis elle retourna au service, repositionna quelques assiettes, remplit un verre d'eau et s'approcha d'une autre table. Mais le geste de ramasser le serviette avait déjà semé un changement dans la dynamique de la salle. Certains convives allemands froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards rapides. Le directeur français, Laurent, vint à son tour vers Claire pendant quelques secondes, sous prétexte de lui demander si tout se passait bien. Il dit en français qu'il avait vu l'intervention de Klaus et qu'il trouvait son comportement déplacé. Claire répondit sobrement qu'elle allait bien et remercia d'un hochement de tête. Elle n'entra pas dans les détails. Elle retourna ensuite vers le cœur de la salle. Ses gestes se firent peut-être encore plus fluides, encore plus précis. Elle versait le vin au bon moment, sans silence gêné. Elle servit le fromage avec la maîtrise qu'on attendrait d'un sommelier expérimenté. Elle s'approcha de la table de Klaus à un moment où un convive allemand posait une question sur un plat accompagné d'un vin blanc de Sancerre. Elle lui expliqua en français, puis traduisit spontanément une phrase en allemand complète « Dieser Weißwein stammt aus dem Loiretal und ist besonders gut zu diesem Gericht », sans accent hésitant. Le convive s'étonna, et Klaus détourna le regard, visiblement surpris que Claire comprenne non seulement l'allemand, mais qu'elle l'utilise. À ce moment, Laurent observa la scène depuis son siège, silencieux mais attentif. Il échappa un sourire à peine perceptible.
Le murmure général, auparavant rythmé par le mépris discret de Klaus, commença à se tasser. Elle ne cherchait pas à humilier ni à créer un scandale. Elle voulait seulement rétablir l'équilibre. Et ce geste simple, parler une phrase en allemand et servir avec élégance, avait déjà modifié quelque chose. Klaus, quant à lui, se sentit de plus en plus en terrain instable. Sa tentative de dominance venait de recevoir une réponse plus forte que n'importe quelle réplique verbale, parce qu'elle venait de prouver sans mots d'accusation que son jugement était erroné. Il jeta un regard vers la cuisine, comme s'il cherchait un signe de validation d'une de ses remarques. Mais il ne trouva rien. Juste Claire qui, de l'autre côté de la salle, continuait à servir, impérieuse dans sa discrétion. La soirée poursuivit son cours. Le dîner s'acheva, les clients commencèrent à converser plus librement et les verres encore glacés furent remplis une dernière fois. Mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Le pouvoir, subtil mais réel, avait glissé juste un peu du côté de cette serveuse qu'on croyait invisible. Elle n'avait pas encore parlé ouvertement de l'insulte. Elle n'avait pas encore confronté Klaus à voix haute, mais elle avait déjà démontré quelque chose. Son silence ne signifiait pas son ignorance. Elle avait choisi de ne pas répondre à la provocation par colère, mais par maîtrise. À la fin de la soirée, alors que les invités se dirigeaient vers le bar pour un digestif, Laurent salua Claire avec un signe discret de reconnaissance et la jeune femme hocha la tête en retour. Klaus, quant à lui, se leva pour quitter la salle, ajusta sa veste et jeta un dernier regard vers Claire. Le regard était chargé d'une signification ambiguë, un mélange de défi, de doute et peut-être un début de respect à contre-cœur. Claire rangea les plateaux, nettoya les quelques dernières traces laissées sur le comptoir et se retourna pour quitter le salon. Elle marchait lentement, mais cela ne signifiait pas qu'elle était fatiguée. Elle marchait avec conscience, consciente que cette nuit ne serait pas comme les autres. Elle avait franchi une étape, pas celle du conflit déclaré, mais celle de la reconnaissance silencieuse. Lorsque la porte du salon se referma derrière les derniers invités et que la musique d'ambiance faiblit, Claire prit une profonde inspiration. Elle rentra dans la cuisine, retira son tablier et s'installa sur une chaise un instant. Elle laissa ses pensées vagabonder. Le mélange de réussite et d'anticipation l'envahit doucement. Elle savait qu'elle irait plus loin. Elle savait que ce geste, ramasser un simple serviette et répondre en allemand, n'était que le début. Et dans ce calme après coup, elle se promit de rester aussi précise, aussi immobile extérieurement que déterminée intérieurement. La soirée avait changé. Le reste de l'histoire allait s'adapter. Le va-et-vient des serveurs dans la cuisine contrastait avec le silence pesant qui s'était installé dans le salon privé. Les invités finissaient leur dessert, quelques-uns discutaient à voix basse, et Klaus, jusque-là si assuré, jetait désormais des regards rapides, à droite et à gauche, comme s'il cherchait à sonder les pensées de ceux qui l'entouraient. Les rires avaient diminué, les conversations étaient devenues plus rares, et l'élégance de façade du dîner se fissurait lentement. Claire, elle, n'avait pas ralenti. Son calme restait intact, mais quelque chose dans son attitude avait évolué. Ce n'était plus seulement de la maîtrise, c'était de l'intention. Ses gestes précis, sa manière de se mouvoir dans la pièce, la justesse avec laquelle elle devançait les demandes silencieuses, tout cela formait une présence qui ne pouvait plus être ignorée. Elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas confronté Klaus. Mais chacun de ses mouvements rappelait qu'elle écoutait, qu'elle comprenait, et qu'elle n'était pas celle que l'on croyait. Pendant qu'elle réapprovisionnait le plateau de mignardise, une voix familière l'interpella discrètement à l'entrée du couloir de service. C'était Monsieur Laurent, cadre supérieur de la branche française de Helmer Tech. Il n'était pas du genre à s'imposer, mais son regard témoignait d'une inquiétude sincère. « Mademoiselle Dubois, vous avez un instant ?» Claire acquiesça calmement. Ils s'éloignèrent dans le couloir adjacent, entre une pile de nappes propres et des boîtes de bouteilles prêtes à être ouvertes. « Je vous demande pardon si ma question semble déplacée, mais est-ce que tout va bien? Je vous ai observé ce soir. Il y a eu des regards, des gestes, et ce moment avec Klaus tout à l'heure, ce n'était pas anodin. » Claire le fixa quelques secondes, mesurant ses mots. Elle savait que Laurent n'était pas de ceux qui parlaient à la légère. C'était un homme de réseau, d'expérience, qui avait vu beaucoup de dîners, beaucoup de tensions internes, mais qui savait aussi lire entre les lignes. « Je vais bien », répondit-elle simplement. Ce n'est pas la première fois qu'un invité pense que le personnel ne comprend pas ce qu'il dit. Ce n'est jamais agréable.
Mais ce soir, c'était plus qu'un simple malentendu. Elle marqua une pause, puis reprit, toujours d'un ton neutre mais parfaitement articulé. « Je parle couramment l'allemand, monsieur Laurent. J'ai étudié les langues étrangères à la Sorbonne, anglais, espagnol, italien et allemand. J'ai été interprète pendant 1 an avant certaines circonstances personnelles. Ensuite, j'ai commencé ici, et ce soir, j'ai entendu tout ce que monsieur Meinhardt a dit. » Le silence s'étira. Laurent la regarda longuement, visiblement surpris, mais aussi admiratif. « C'est inattendu, confia-t-il, mais pas du tout surprenant venant de vous, en fait. Je sentais bien que vous n'étiez pas comme les autres. Et cette manière de répondre sans répondre, c'était d'une finesse que peu dans cette salle auraient su reproduire. » Claire sourit très légèrement, sans arrogance. Elle n'avait jamais eu besoin d'être vue comme exceptionnelle. Elle voulait juste être respectée, et ce simple échange lui suffisait pour confirmer qu'au moins une personne dans cette salle comprenait ce qu'elle portait. « Je ne vais pas intervenir, » dit Laurent après un moment. « Je crois que vous gérez cette situation mieux que quiconque, et j'ai bien envie de voir jusqu'où cela va aller. » Claire hocha la tête. Elle ne cherchait pas de protecteur. Elle n'attendait pas de chevalier servant. Mais savoir qu'un témoin avait perçu l'injustice sans qu'elle ait à l'exposer renforçait sa position. Ils se séparèrent discrètement et Claire retourna dans la salle, où les convives commençaient à se lever pour aller se servir un digestif au bar installé dans l'angle. Klaus, debout près d'un fauteuil, discutait avec 2 directeurs autrichiens. Il riait, mais son rire sonnait creux. Claire s'en approcha avec un plateau de verre, sans rien dire, mais son regard frôla le sien l'espace d'un instant. Klaus détourna les yeux. Elle ne prononça aucune phrase ce soir-là pour révéler ce qu'elle savait. Ce n'était pas encore le bon moment, mais désormais, sa décision était prise. Elle ne garderait plus le silence, pas par vengeance, mais par exigence de vérité. Ce n'était pas seulement pour elle. C'était aussi pour toutes les personnes qu'on reléguait à l'arrière-plan, qu'on supposait ignorantes, qu'on méprisait à cause de leur uniforme. Et elle savait exactement comment elle allait procéder. Car ce que Klaus ignorait encore, c'est que le dernier discours de la soirée lui offrirait une tribune inattendue. Un verre à la main, elle observa les convives s'installer à nouveau à leur place. La salle retrouvait son calme, et l'hôte annonça qu'un dernier toast serait porté avant la fin de la réception. Klaus se leva, le sourire revenu, et prit la parole en allemand. Claire s'avança lentement vers la table centrale, son plateau toujours en main. Mais cette fois, elle n'allait plus seulement observer. Elle allait entrer dans le cercle, avec la même élégance qu'elle avait montrée toute la soirée. Mais cette fois, ce serait pour parler, et tous l'écouteraient. Dans le salon désormais plongé dans une lumière plus tamisée, les invités reprenèrent place, après un bref passage par le bar à digestif. Les verres étaient à nouveau remplis, les assiettes débarrassées, et la tension qui flottait quelques instants plus tôt semblait s'être momentanément dissipée sous les sourires et les plaisanteries convenues. Pourtant, une couche invisible d'attention recouvrait l'espace, perceptible seulement pour ceux qui savaient observer au-delà des apparences. Claire, debout à proximité avec un plateau vide, sentait cette atmosphère mieux que quiconque. Ce n'était pas l'effet du vin ni des mets raffinés, mais l'accumulation d'un silence trop long, d'un mépris trop appuyé et d'une vérité sur le point d'éclater. Klaus Meinhardt, visiblement satisfait de retrouver un semblant de contrôle sur la salle, se leva de sa chaise principale, une coupe de champagne à la main. Son regard balaya brièvement les convives, s'attardant sur les visages souriants, cherchant l'approbation dans les yeux de ses collègues, et comme s'il ne pouvait s'en empêcher, se posant une demi-seconde sur Claire. Il leva son verre et parla en allemand, son ton volontairement solennel mais teinté d'ironie. « Ich möchte einen letzten Toast aussprechen, auf erfolgreiche Partnerschaften, kulturelle Unterschiede und unseren unermüdlichen Gastgeber. Je voudrais porter un dernier toast au partenariat fructueux, aux différences culturelles et à notre hôte infatigable. » Les rires polis qui suivirent manquèrent de sincérité, mais cela ne semblait pas l'inquiéter. Il continua, le sourire plus appuyé comme s'il préparait sa dernière note d'humour. « Und ein Hoch auf den ausgezeichneten Service, selbst in Ländern, wo man mit Qualität nur selten rechnet. » Et un toast au service exceptionnel, même dans des pays où l'on attend rarement de la qualité. Ce fut à ce moment précis que Claire sentit que le temps s'était arrêté. Le commentaire, glissé dans un ton léger, portait une insulte déguisée trop claire pour quiconque parlait allemand. Pour ceux qui ne comprenaient pas, cela pouvait sembler anodin,
une phrase creuse au milieu d'un discours de fin de soirée. Mais pour elle, et pour quiconque aurait capté l'essence de ces mots, c'était un coup de poignard enveloppé dans du satin. Elle s'approcha alors, sans hâte, en portant son plateau. Son pas était léger, précis, et ne trahissait aucune émotion visible. Elle se dirigea vers la table centrale, s'excusant doucement auprès d'un convive pour passer. Puis, avec une assurance sereine, elle se posta non loin de Klaus, fixa brièvement la coupe qu'il tenait à la main et, d'une voix claire, prononça lentement en allemand « Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Dürfte ich mir erlauben, eine kurze Bemerkung hinzuzufügen? Veuillez m'excuser pour cette interruption. Puis-je me permettre une petite remarque ?» Le silence se fit immédiatement. Une onde de stupeur parcourut la salle. Quelques convives allemands tournèrent brusquement la tête vers elle. D'autres, ne comprenant pas, observaient simplement avec curiosité cette serveuse qui osait interrompre un dirigeant au sommet de sa gloire oratoire. Klaus, surpris, baissa légèrement son verre, incapable de cacher l'expression de doute qui traversa son visage. Claire, droite et calme, fit un pas de plus vers lui, en tenant son plateau légèrement incliné contre son bras gauche. Puis, dans un allemand impeccable, dénué de toute affectation, elle reprit la phrase exacte qu'il venait de dire. Ein Hoch auf den ausgezeichneten Service, selbst in Ländern, wo man mit Qualität nur selten rechnet. Je pense, monsieur Meinhardt, que certains pourraient trouver ce commentaire offensant. Une onde d'incrédulité traversa la pièce. Le directeur autrichien, à la gauche de Klaus, tout sauta légèrement, baissa les yeux. Deux autres convives échangèrent des regards perplexes. Claire, elle, poursuivit sans hausser le ton mais avec une maîtrise glaciale. Tout au long de la soirée, vous avez exprimé en allemand plusieurs commentaires à propos du personnel et des Français en partant du principe que personne ici ne comprenait votre langue. Je comprends parfaitement votre langue, monsieur Meinhardt. Je l'ai apprise pour créer des ponts, pas pour entendre des moqueries sur ma culture ou mon travail. Elle laissa un temps de silence. Pas trop long, juste assez pour que chaque mot s'imprime dans la mémoire de ceux qui l'écoutaient. Puis, elle termina. En France, le respect est une valeur qui ne dépend ni du rang hiérarchique, ni de la nationalité. Elle inclina légèrement la tête, puis recula d'un pas, le plateau toujours en main. La salle resta un instant figée, comme si l'air s'était soudainement raréfié. Les verres suspendus à mi-hauteur, les sourires figés sur les lèvres, les regards inquiets ou ébahis. Et puis, lentement, un murmure s'éleva. Un bruit discret mais réel. Un applaudissement isolé, puis un autre, jusqu'à ce qu'un petit groupe, notamment du côté français, applaudit franchement, mais sans exagération. Ce n'était pas une ovation, c'était une reconnaissance. Klaus, livide, restait figé. Il tentait de sourire, mais sa mâchoire semblait crispée. Il regarda autour de lui, à la recherche d'un appui, mais chacun semblait absorbé par son propre verre, son propre silence. Personne ne volait à son secours. Claire, de son côté, s'éloigna avec la même grâce qu'à son arrivée. Elle reposa le plateau sur le buffet, remit une mèche de cheveux derrière son oreille et reprit son poste comme si de rien n'était. La salle, elle, venait de changer d'axe. Rien ne serait plus comme avant. Le masque venait de tomber et il ne restait que des vérités crues, servies sans colère, mais avec une clarté que personne n'oserait remettre en cause. Et dans ce silence suspendu, chacun comprit que la soirée venait de connaître son vrai point de bascule. Le silence qui avait envahi le salon après l'intervention de Claire ne se dissipa pas immédiatement. Il se prolongea dans les gestes ralentis des convives, dans les verres suspendus à mi-chemin entre la table et les lèvres, dans les regards détournés ou fixés vers elle comme si l'on venait d'assister à un événement dont personne ne savait encore comment parler. La phrase en allemand, le ton calme, la précision des mots, tout avait été mesuré, sans agressivité, mais chargé d'une puissance que rien n'aurait pu contenir. Klaus Meinhardt, toujours debout, la coupe de champagne à la main, semblait incapable de décider s'il devait se rasseoir, répondre, sourire ou s'excuser. Son regard allait de Claire à ses collègues, puis à son verre, comme si une partie de lui cherchait une issue, n'importe laquelle, qui lui éviterait d'affronter ce qui venait de se produire. Il tenta un sourire crispé, mais son masque d'assurance s'était fissuré de manière irréversible. Claire, quant à elle, n'attendait plus de réponse. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Elle ne le répétait pas. Elle ne cherchait pas à insister. Son rôle n'était pas celui d'une provocatrice, mais d'un rappel. Elle venait de poser en quelques mots
une vérité que tous devaient désormais gérer à leur manière. Et c'était peut-être cela qui donnait à son intervention une force si particulière. Elle ne cherchait pas à dominer mais à rétablir un équilibre. Les applaudissements, discrets mais sincères, s'étaient estompés. La soirée reprit, mais avec une tonalité entièrement différente. Klaus, dans un réflexe d'autodéfense, se rassit lentement, regardant autour de lui comme pour reprendre la température de la salle. Il but une gorgée de champagne, mais le geste manquait de naturel. Il essayait de sourire à ses voisins, mais leur regard ne répondait plus aux siens avec la même légèreté qu'avant. Plusieurs directeurs, notamment ceux qui avaient ri à ses blagues en allemand au début de la soirée, évitaient désormais de croiser son regard. Le souvenir de ses propos précédents, jusque-là perçus comme de simples confidences d'initiés, prenait une toute autre signification à la lumière de ce que Claire venait de révéler. Chacun savait maintenant qu'il y avait eu spectatrice, mais plus encore, il y avait eu compréhension, mémoire et décision. Un directeur italien, assis à quelques places de là, murmura quelque chose à son voisin, visiblement gêné. Un cadre belge consulta son téléphone comme pour échapper à l'inconfort ambiant. Et M. Laurent, resté assis à l'extrémité de la table, regardait Claire avec un calme respectueux, hochant imperceptiblement la tête comme pour reconnaître la portée du moment. La serveuse reprit son service, comme si rien ne s'était passé. Elle traversait la pièce avec la même précision, mais cette fois, on ne la regardait plus de la même manière. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus seulement la jeune femme en noir et blanc portant des plateaux. Elle était désormais une voix. Une présence. Une conscience vivante dans une salle qui, jusque-là, croyait pouvoir parler sans être entendue. Klaus, désormais assis, essayait de relancer une conversation avec les deux directeurs autrichiens à sa gauche. Il commenta le dessert avec une pointe de sarcasme, cherchant une connivence qui n'arriva pas. Ils répondirent avec politesse, mais sans l'enthousiasme qu'il espérait. Une distance venait de s'installer, discrète mais ferme. La soirée poursuivit son cours, mais l'élan festif était rompu. On ne trinqua plus avec la même insouciance. Les rires étaient rares, les échanges moins fluides. Claire passait entre les tables avec une élégance toujours aussi mesurée. Mais désormais, les regards se levaient vers elle. Certains convives lui adressaient un discret sourire. D'autres, gênés, détournèrent les yeux, conscients d'avoir participé passivement au mépris qui avait été mis en lumière. Vers la fin de la soirée, alors que les lumières commençaient à s'adoucir encore davantage pour signifier le terme de l'événement, Klaus quitta sa place et se dirigea vers le coin du salon où se trouvaient les digestifs. Claire y était déjà, rangeant quelques verres. Il s'approcha tenant sa coupe vide et s'arrêta à 1 mètre d'elle, visiblement mal à l'aise. Il resta silencieux un instant, comme s'il hésitait à formuler une phrase. Puis il lança « C'était impressionnant. Vous avez surpris tout le monde. » Claire ne le regarda pas tout de suite. Elle rangea un verre, puis se tourna vers lui et répondit, toujours en allemand, avec calme, « Ce n'était pas mon intention de surprendre, seulement de rétablir la vérité. » Klaus hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il tenta un sourire. « Vous savez, parfois on plaisante. Les gens disent des choses sans penser qu'on les écoutera. » C'était juste un peu d'humour. Claire l'interrompit doucement sans élever la voix. « Je ne plaisantais pas quand j'ai appris votre langue. Je ne plaisantais pas en vous servant ce soir. Et je ne plaisantais pas en répondant à vos propos. » Il se tut. Un silence tendu suivit. Puis, sans dire un mot de plus, il tourna les talons et retourna vers la table. Claire, elle, resta là un instant, puis se remit à son service. Au fond de la salle, M. Laurent observait la scène. Il ne disait rien, mais son regard témoignait d'une certitude. Quelque chose de fondamental venait de changer. Dans la perception, dans les rôles, dans l'équilibre des pouvoirs. Lorsque les invités commencèrent à quitter le salon, l'un après l'autre, beaucoup d'entre eux saluèrent Claire avec respect. Pas avec exagération, pas avec paternalisme, simplement avec reconnaissance. Elle les remercia, humblement, sans emphase. La soirée s'acheva ainsi, non sur une note festive, mais sur une leçon. Claire rangea les derniers verres, replia les nappes, referma la porte du salon derrière elle. Elle ne souriait pas, elle n'était pas euphorique, mais elle était droite, entière, et pour la première fois depuis qu'elle avait enfilé cet uniforme, pleinement vue. Lorsque la dernière chaise fut poussée, que les derniers verres furent vides et que les invités commencèrent à quitter la salle,
Il ne restait que le bruissement feutré des serveurs en train de débarrasser. Claire, au lieu de se précipiter, rangeait calmement les couverts et les assiettes dans un chariot de service, comme si le moment intense qu'elle venait de traverser n'avait été qu'un simple épisode dans une longue soirée de travail. Pourtant, elle sentait dans l'air quelque chose d'inédit. Ce n'était pas une euphorie, ce n'était pas une vengeance consommée. C'était un basculement net et précis dans les rapports humains que cette pièce contenait depuis des heures. Klaus Meinhardt, resté un temps à l'écart, s'était finalement éclipsé sans fanfare. Il avait serré quelques mains, échangé des politesses rapides, mais sans jamais revenir vers Claire. Son habituel ton de chef sûr de lui avait disparu, remplacé par une rigidité contrôlée, presque défensive. Il semblait pressé de sortir, comme si le simple fait de rester dans cette salle l'obligeait à affronter une image de lui-même qu'il n'était pas prêt à accepter. Et cette image, désormais, n'était plus celle d'un leader admiré, mais celle d'un homme pris au dépourvu par sa propre suffisance. Plusieurs invités étrangers, quant à eux, quittèrent la pièce avec une attitude changée. Certains saluèrent Claire d'un hochement de tête sincère, d'autres lui adressèrent un rapide « merci » dans un français maladroit mais chargé de respect. Le directeur italien, plutôt complice discret des remarques de Klaus, lui lança un regard embarrassé en sortant. Il ne dit rien, mais il savait. Monsieur Laurent, qui avait observé toute la scène sans intervenir, fut le dernier à sortir. Il attendit que la majorité des convives ait quitté la pièce avant de s'approcher de Claire. Il ne souriait pas, mais son regard était clair. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Rien de plus, rien de moins. Il y en a peu qui auraient su garder autant de maîtrise. Vous avez déplacé les lignes, mademoiselle Dubois, sans crier, sans accuser. C'est rare et c'est puissant. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de replier une nappe, de la poser sur le chariot, puis de se tourner vers lui. J'ai simplement parlé quand c'était nécessaire. Ni avant, ni après. Laurent hocha la tête. Il la remercia encore une fois, puis quitta la salle. Ce fut dans le silence retrouvé du salon vide que Claire sentit pleinement le poids de ce qui venait de se passer. Non pas un poids accablant, mais une densité particulière, comme si elle portait maintenant la conséquence d'un acte irréversible. Elle n'avait pas cherché à faire justice de façon spectaculaire. Elle n'avait pas humilié Klaus en retour, ni profité du moment pour étaler ses compétences. Elle avait seulement utilisé son savoir, sa langue, sa dignité. Et cela avait suffi. Le lendemain matin, dès son arrivée au café, Claire perçut que l'écho de la veille s'était déjà propagé. En déposant sa veste au vestiaire, la responsable du service, d'habitude indifférente, lui lança un regard différent, pas chaleureux, mais curieux, comme si elle aussi voulait comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Claire n'entama pas le sujet. Elle se contenta de se préparer pour la journée. Mais vers 11 heures, un message interne arriva sur son téléphone professionnel. Il venait du service des ressources humaines de Elmer Tech Paris. Une invitation à une réunion confidentielle pour discuter d'une opportunité de collaboration. Aucune autre précision. Claire resta un instant immobile, lisant et relisant le message. Elle comprit rapidement que quelque chose avait été enclenché. Une réaction en chaîne, inattendue mais inévitable. Son geste n'avait pas seulement modifié la dynamique d'un dîner. Il avait remis en question l'image que certains cadres se faisaient de ceux qu'ils considéraient comme accessoires. Plus tard dans la journée, elle reçut un appel. Cette fois, c'était le directeur des ressources humaines en personne, qui souhaitait lui parler brièvement pour confirmer sa présence à la réunion et l'informer qu'elle était fortement considérée pour un poste dans le département de communication multilingue de l'entreprise. Le ton du message était neutre, mais professionnel. Il n'y avait pas de promesse, mais il y avait une intention claire. Claire, en raccrochant, resta quelques instants figée, absorbée dans ses pensées. Elle repensa à tous les soirs où elle avait rentré chez elle, avec les pieds endoloris, sans autre récompense que quelques euros et un repas chaud. Elle pensa à ses années d'études, à ses ambitions mises en attente, à cette idée constante qu'elle valait plus que ce que son uniforme laissait paraître. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, dans les bureaux de la direction européenne de Elmer Tech, Klaus Meinhardt était convoqué à une réunion avec le conseil exécutif. Ce qui devait être un simple dîner de prestige était désormais discuté à huis clos comme un incident de conduite. Les membres du conseil, informés par les directeurs présents à la soirée, exigeaient des explications.
Certains voyaient là un manquement grave à l'éthique professionnelle. D'autres redoutaient un impact sur l'image de l'entreprise dans les bureaux parisiens. Klaus, dont la réputation n'avait jamais été remise en cause jusque-là, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il tenta de minimiser, d'invoquer un malentendu culturel, de parler d'humour mal interprété. Mais personne ne riait. Il comprit rapidement que ce qu'il pensait pouvoir cacher dans une langue étrangère avait été entendu, compris et relayé. De son côté, Claire devait maintenant choisir. Elle savait qu'un poste dans le département de communication représenterait une rupture. Ce n'était pas simplement un changement de service, mais une transition vers une carrière qu'elle avait suspendue. Cela signifierait renoncer à la stabilité du café, aux habitudes, à la zone de confort qu'elle avait construite autour d'elle. Cela voudrait dire se réexposer, se confronter à des responsabilités plus grandes, à des enjeux différents, mais aussi peut-être enfin occuper l'espace qu'elle méritait. Elle ne répondit pas immédiatement à l'invitation. Elle prit le temps d'y penser, de respirer, d'évaluer ce qu'elle voulait vraiment. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait comme avant. Le regard des autres avait changé, et le sien aussi. Le lundi suivant l'événement, le siège parisien de Elmertech retrouvait son rythme habituel. Les couloirs baignés de lumière naturelle, les vitrines de trophées lustrés, les réunions planifiées à la minute près, tout respirait l'ordre et l'efficacité. Pourtant, derrière cette façade immuable, un nom circulait avec une fréquence inhabituelle. Claire Dubois, serveuse, linguiste, observatrice silencieuse, devenue voix inattendue. La direction n'en parlait pas officiellement, mais les cadres, les responsables de service et même les assistants échangeaient des bribes de l'histoire. Personne ne connaissait tous les détails. Certains exagéraient, d'autres minimisaient, mais tous comprenaient qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Du côté des ressources humaines, le dossier de Claire avait été sorti des archives. Son ancien CV, sa lettre de motivation d'origine, les notes laissées par son employeur du café qui collaborait ponctuellement avec Elmertech, tout fut passé en revue. L'information selon laquelle elle maîtrisait 5 langues était bien là, mais personne n'y avait prêté attention jusque-là. Ce n'est que lorsqu'elle parla publiquement dans un allemand irréprochable que l'on s'interrogea. Pourquoi une femme avec de telles compétences servait-elle encore des plateaux? Le directeur du service de communication multilingue, informé de l'incident par Laurent, demanda à rencontrer Claire. Elle reçut un appel dès le mardi matin. Une voix formelle mais polie l'invita à venir dans les locaux principaux pour discuter d'un possible repositionnement de carrière en interne. On évita soigneusement le mot promotion. On préféra parler de mobilité, d'évolution, de valorisation de talent. Mais le message était clair. Elmertech ne pouvait plus se permettre d'ignorer ce qu'elle représentait. En parallèle, dans une salle close du département juridique, Klaus Meinhardt participait à une réunion en visioconférence avec 3 membres du Conseil exécutif européen. Le ton y était tout autre. On lui demanda des explications précises sur ses propos. Il tenta de relativiser, de faire valoir que ces mots avaient été sortis de leur contexte. Il évoqua le stress de la soirée, la volonté de détendre l'atmosphère. Mais face à lui, les visages restaient impassibles. Un cadre néerlandais résuma la situation sans détour. Vous avez porté atteinte à l'image d'une collaboratrice sur la base de suppositions infondées. Pire encore, vous l'avez fait dans une langue que vous pensiez protégée par l'ignorance des autres. Klaus, qui jusqu'alors avait imposé silence et respect dans toutes les réunions, se retrouva dans la position inverse. Il fut informé qu'un rapport interne serait établi sur son comportement et que sa présence aux prochains événements publics serait suspendue temporairement. Pendant ce temps, Claire se rendait, en fin d'après-midi, au siège parisien pour son entretien. Elle avait hésité à accepter, repoussant l'invitation à 2 reprises. Ce n'était pas de la peur, mais une prudence née de l'expérience. Elle savait qu'un geste irréfléchi pouvait la faire passer de l'admiration à la récupération. Elle voulait s'assurer que cette opportunité n'était pas une tentative de marketing interne, mais une réelle reconnaissance. À son arrivée, elle fut accueillie par une chargée de mission RH, puis introduite dans une salle de réunion vitrée au 10e étage. La vue sur la scène était spectaculaire, mais Claire n'y prêta qu'une attention distraite. Elle se concentra sur les visages autour d'elle. En face, le directeur du département de communication, une femme du département de formation
et un représentant du bureau international. La conversation fut cordiale. On lui demanda de parler de son parcours, de ses compétences, de ce qui l'avait conduite à travailler au Café Élégance. Elle répondit sans chercher à embellir, les aléas de la vie, le besoin de stabilité rapide et un goût réel pour l'observation et le travail bien fait. Lorsqu'on aborda l'épisode du dîner, elle n'insista pas sur l'humiliation. Elle parla de responsabilité, de l'importance de se faire respecter sans élever la voix, de la nécessité parfois de rappeler que l'intelligence n'a pas d'uniforme. À la fin de l'entretien, le directeur du service lui proposa un test d'1 semaine dans le département de communication avec possibilité d'embauche définitive si l'expérience s'avérait concluante. Claire demanda un délai de 24 heures pour donner sa réponse. Il ne s'agissait pas d'un caprice. Elle voulait s'assurer qu'elle ne quittait pas son poste actuel sous l'impulsion du moment, mais avec la conscience claire de ce qu'elle quittait et de ce qu'elle acceptait. De retour chez elle, dans son petit studio du 14e arrondissement, elle s'assit à sa table de cuisine, sortit un carnet de notes usé et lista les éléments des 2 choix qui s'offraient à elle. D'un côté, la sécurité du café, le rythme connu, les collègues qu'elle appréciait. De l'autre, un poste qui alignait enfin ses compétences avec ses responsabilités. Une reconnaissance méritée, mais aussi une exposition plus grande, une pression nouvelle. Elle pensa à ses parents, à leur sacrifice pour l'aider à payer ses études. Elle pensa à ses heures passées à apprendre les déclinaisons allemandes, les syntaxes espagnoles, les idiomatismes italiens. Et surtout, elle pensa à ce regard de Klaus au moment exact où il comprit qu'elle l'avait compris. Ce regard-là, elle ne voulait plus jamais l'avoir à encaisser. Elle voulait être celle qu'on consulte, pas celle qu'on ignore. Elle voulait faire partie de la discussion dès le début, pas la rejoindre en secret à la fin. Le lendemain matin, elle répondit à l'email du service RH. Elle acceptait. Le soleil matinal projetait une lumière pâle sur les murs gris du siège de Elmer Tech Paris lorsqu'elle franchit de nouveau les portes automatiques du hall principal, cette fois sans plateau à la main, sans uniforme et sans devoir raser les murs. Claire portait un tailleur simple, bien coupé, et tenait un dossier sous le bras. Rien d'ostentatoire, mais assez pour signaler qu'elle venait en tant que professionnelle, non plus en tant que silhouette discrète du service. Elle monta sans attendre au 6e étage, où le service de communication multilingue l'attendait pour sa première journée d'essai. Le directeur de département, un homme méthodique au regard vif, lui présenta brièvement l'équipe. 2 traducteurs internes, une coordinatrice des relations presse internationales et un analyste en charge des publications européennes. Tous la saluèrent avec politesse, certains avec une curiosité non dissimulée. Son nom était connu. L'histoire avait circulé, et chacun avait une version différente, mais tous savaient que cette jeune femme n'avait pas été promue par hasard. Le test allait maintenant se faire non pas sur ce qu'elle avait dit lors du fameux dîner, mais sur ce qu'elle allait prouver dans un cadre purement professionnel. Claire s'installa à un bureau, ouvrit un terminal et reçut immédiatement sa première tâche, réviser un document de 40 pages destiné à un congrès international. Le texte, rédigé en anglais, devait être adapté pour les marchés allemands, italiens et espagnols, avec des annotations spécifiques selon les publics cibles. Elle s'y attela sans perdre une seconde. Le silence qui régnait dans la salle de travail, entrecoupé du bruit des claviers et du ronronnement des imprimantes, contrastait fortement avec l'agitation feutrée du café. Mais ce silence lui convenait. Elle y retrouvait une concentration familière, un plaisir ancien, celui de manipuler les mots, de peser les nuances, de jouer avec les registres culturels. En moins de 2 heures, elle remit une première version annotée, sans faute, claire, avec des suggestions de reformulation qui surprirent l'analyste principal. Il la regarda longuement avant de murmurer à la coordinatrice « Elle est sérieuse, très sérieuse ». La semaine d'essai se déroula sans accroc. Claire assista à 2 réunions de coordination internationale où elle prit des notes en simultané dans 3 langues. Elle proposa des ajustements de messages en fonction des sensibilités régionales, réécrivit des passages entiers pour éviter des malentendus interculturels. Elle ne cherchait pas à briller, mais à faire juste. Et cela, dans ce milieu, était plus précieux que n'importe quel éclat. Le vendredi après-midi, le directeur la convoqua dans son bureau. « Mademoiselle Dubois, vous n'avez pas seulement dépassé nos attentes, vous avez redéfini ce que nous pensions possible avec une intégration aussi rapide.
Je souhaite vous proposer un poste à durée indéterminée, avec une mission évolutive. Vous serez en charge du suivi linguistique de nos projets pan-européens, avec un focus particulier sur la gestion de crise et la diplomatie d'entreprise. Claire écouta en silence. Elle prit une légère inspiration, puis accepta. Pas avec émotion, mais avec une lucidité calme. C'était l'étape suivante. Elle ne s'agissait pas d'un miracle ni d'une faveur. C'était le résultat de son travail, de sa patience, de sa décision de ne pas se taire ce soir-là. C'était aussi, elle le savait, une réponse à tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Pendant ce temps, du côté de Berlin, Klaus Meinhardt faisait face à des conséquences bien moins valorisantes. Le Conseil européen avait émis une recommandation officielle pour qu'il suive une formation en diversité et inclusion, ainsi qu'un avertissement disciplinaire consigné dans son dossier. La sanction n'était pas publique, mais elle existait. Et pour un homme comme lui, cela suffisait à écorner une image de toute puissance soigneusement construite. Les conversations qu'il essayait d'engager avec ses collègues n'avaient plus la même légèreté. Il sentait le regard des autres s'arrêter plus longtemps sur ses gestes, sur ses mots. Il tentait de compenser par une amabilité artificielle, mais chacun savait désormais que la façade n'était plus intouchable. Quelques jours plus tard, Elmer Tech organisa un nouveau cocktail professionnel, cette fois dans un cadre plus restreint, avec des collaborateurs issus de divers départements pour favoriser la transversalité. Claire y était invitée, non comme personnel de service, mais comme analyste de communication. Elle entra dans le salon, les mêmes dorures au mur, les mêmes coupes de cristal, mais avec un badge à son nom, un autre statut. Ceux qui l'avaient ignoré lui souriaient désormais. Certains venaient la féliciter discrètement. D'autres, plus prudents, évitaient tout contact, peut-être par peur d'être confrontés à leur propre aveuglement passé. Elle n'en voulait à personne. Elle n'était pas là pour régler des comptes, mais pour avancer. Vers la fin de la soirée, alors que l'on saluait les participants à l'entrée, un discours fut improvisé par un cadre supérieur. Il remercia les équipes pour leur professionnalisme, félicita les nouveaux visages et conclut par une phrase inattendue « Et permettez-moi de saluer l'arrivée de Claire Dubois parmi nous ». Elle incarne avec force ce que cette entreprise souhaite désormais valoriser. L'excellence discrète, le courage de dire sans écraser et la capacité à incarner la dignité dans l'action. Des applaudissements suivirent, mesurés mais sincères. Claire remercia d'un simple signe de tête, sans excès. Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Elle marcha seule dans les rues du 8e arrondissement, savourant pour la première fois depuis longtemps une forme de paix. Elle ne pensait pas encore à ce que tout cela allait impliquer. Elle ne cherchait pas à planifier les mois suivants. Mais une chose était certaine, elle n'était plus dans l'ombre, et elle n'y retournerait plus jamais. Le jour de l'événement officiel organisé par la filiale parisienne de Elmer Tech était arrivé. Il s'agissait d'un rendez-vous annuel au cours duquel les différents départements présentaient leurs avancées, leurs projets et les nouvelles figures intégrées à l'entreprise. Pour beaucoup, c'était un événement banal, formel, presque routinier. Mais pour Claire Dubois, c'était la première fois qu'elle y assistait autrement qu'en tant que silhouette discrète en arrière-plan. Cette fois, elle n'était ni serveuse, ni prestataire, ni invisible. Elle était sur la liste des intervenants. À son arrivée dans le hall d'entrée, badge nominatif en main, elle fut accueillie par la responsable de communication interne. Aucun excès dans le ton, mais un respect net, professionnel. On la guida jusqu'à une loge aménagée pour les invités. Elle y retrouva 2 nouveaux collègues avec qui elle avait récemment collaboré sur un projet de traduction sensible. Les échanges furent légers, sans allusion à son passé dans l'entreprise. C'était comme si tout le monde avait, d'un commun accord, décidé de ne plus ramener son histoire à l'épisode du dîner, mais de la lire désormais à partir de sa compétence actuelle. Dans l'amphithéâtre principal, les sièges se remplissaient lentement. La scène était sobre, avec un écran géant et un pupitre central. Le programme prévoyait une séquence consacrée aux nouveaux talents du département communication, et c'est dans ce cadre que Claire devait être brièvement présentée. Une introduction simple suivie d'un mot qu'elle avait été invitée à préparer. Pas un discours solennel, juste quelques phrases sur son intégration, son rôle, sa vision du poste. Ce fut à l'instant précis où elle observait le déroulement du programme, en feuilletant calmement la brochure de l'événement, qu'elle le vit entrer. Klaus Meinhardt. Costume anthracite, démarche assurée, accompagné d'un assistant.
Il serrait quelques mains, échangeait des formules cordiales, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Moins rigide, plus mesuré. Il semblait chercher à effacer les traces laissées par l'épisode précédent. Mais les regards ne mentent pas. Plusieurs cadres français et européens jetèrent un œil dans sa direction. Certains brièvement, d'autres avec une franchise retenue. Klaus n'était pas en terrain conquis. Il s'assit au deuxième rang, juste à gauche de l'allée centrale. Claire le vit la repérer. Leur regard se croisa une demi-seconde. Ni sourire, ni signe. Juste un contact furtif. Puis il tourna la tête, comme s'il refusait d'ancrer la scène. Lorsque le moment de sa présentation arriva, Claire monta sur scène, son badge accroché à sa veste beige, ses notes repliées dans une main. Elle marcha sans empressement, salua brièvement l'assemblée et se plaça derrière le pupitre. Elle inspira, regarda brièvement le public, des visages neutres, attentifs, puis commença. « Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Dubois. J'ai rejoint récemment le département de communication multilingue. J'ai étudié les langues étrangères, j'ai travaillé dans différents environnements, et aujourd'hui je suis heureuse de mettre mes compétences au service d'une entreprise qui valorise les parcours atypiques. » Elle fit une pause. « Avant de rejoindre ce poste, j'ai occupé des fonctions bien différentes. Certains d'entre vous m'ont déjà croisé sans me connaître, et je trouve cela intéressant. On croit souvent tout savoir d'une personne à son apparence ou à sa fonction. Mais parfois, l'essentiel se cache ailleurs. » Un léger murmure parcourut la salle. Claire n'avait pas nommé de situation, elle n'avait accusé personne, mais chacun comprenait ce qu'elle évoquait. Elle poursuivit. « Pour moi, le respect et la compétence ne sont jamais incompatibles. Et je crois que c'est lorsqu'on laisse à chacun l'espace d'exister pleinement que les entreprises deviennent réellement innovantes. Merci de m'avoir donné cet espace. Je compte bien le remplir avec sérieux, exigence et ouverture. » Elle conclut par un salut simple et redescendit de la scène. Quelques applaudissements s'élevèrent. Pas spectaculaires, mais authentiques. Et parmi eux, Claire nota le geste discret de Laurent, assis au fond de la salle, qui hocha la tête lentement en signe d'approbation. Il n'avait pas besoin de mots. Klaus, lui, resta immobile. Il avait écouté chaque phrase. Il ne fit aucun geste ostentatoire. Mais son visage, habituellement figé dans un masque de contrôle, trahissait une tension nouvelle. Ce n'était pas de la colère, c'était une forme de reconnaissance contrainte, un début de lucidité peut-être. Il comprenait désormais qu'il ne s'agissait plus d'une anecdote, mais d'un tournant. À la fin de l'événement, les participants se dispersèrent dans le hall pour un cocktail. Claire discutait avec un jeune traducteur lorsqu'elle vit Klaus s'approcher, seul. Elle ne bougea pas. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, attendit que leur échange se termine, puis s'exprima d'un ton bas mais audible. « Mademoiselle Dubois, je tenais à vous féliciter pour votre prise de parole. C'était sobre, mais percutant. » Claire le regarda dans les yeux. Elle ne baissa pas la tête, ne détourna pas le regard. Elle répondit calmement « Merci, monsieur Meinhardt. » Il resta un instant, comme s'il cherchait à prolonger l'échange, puis ajouta « Je suppose que j'ai été maladroit ce soir-là. Je n'avais pas conscience que... Enfin, vous voyez ?» Claire répondit toujours sur le même ton. « Je vois très bien, mais vous n'étiez pas maladroit. Vous étiez convaincu d'être à l'abri. Ce n'est pas la même chose. » Un silence bref suivit. Puis elle ajouta « Je ne suis pas ici pour vous embarrasser. Je suis ici pour travailler, et je vous conseille de faire de même. » Il acquiesça, sans insister, puis s'éloigna. Claire resta là, droite, entourée de quelques collègues. Elle n'avait pas cherché cette scène. Elle n'en tirait ni triomphe ni satisfaction personnelle, mais elle en sortait debout, non pas comme une exception, mais comme une femme qui, pour la première fois, était enfin à la place qui lui revenait. Les jours suivants, l'événement furent particulièrement denses pour Claire. Depuis son intervention lors de la présentation officielle de la filiale parisienne, son nom circulait avec une régularité nouvelle dans les couloirs de Elmer Tech. Mais ce n'était plus un sujet de rumeur, ni même une curiosité alimentée par l'anecdote du dîner. Elle était désormais perçue comme une voix crédible, une référence dans son domaine, quelqu'un qu'on consultait pour des documents sensibles, pour des traductions de haute précision ou pour la révision de discours internes destinés à l'international. Son bureau au sein du département de communication multilingue était devenu un passage obligé pour plusieurs équipes. Pourtant, au milieu de ce quotidien plus structuré, plus stimulant aussi,
Une visite inattendue allait remettre à l'épreuve sa capacité à maintenir ses principes intacts. C'était en fin de matinée, un mercredi. Claire travaillait sur la synthèse comparative d'un communiqué de presse devant être diffusé en français, en allemand et en italien. Elle annotait une version anglaise initiale, mettant en garde contre certaines formulations ambiguës en contexte germanophone lorsqu'on frappa discrètement à sa porte. En relevant la tête, elle vit apparaître Klaus Meinhardt. Il ne portait pas son habituel costume sombre, mais une veste plus claire, moins stricte. Il semblait tendu mais résolu. « Bonjour, mademoiselle Dubois. Vous avez un moment ?» Claire resta un instant silencieuse. Elle hocha lentement la tête, posa son stylo et se redressa légèrement. « Je vous écoute. » Klaus entra et referma doucement la porte. Il resta debout, comme s'asseoir aurait été une forme de familiarité malvenue. « Je ne suis pas là pour revenir sur ce qui s'est passé, » dit-il d'un ton direct. « Je pense que tout le monde en a tiré ses propres conclusions. Et je ne prétendrai pas que je n'ai rien à me reprocher. » Claire croisa les bras. « C'est déjà un début. » Il la fixa un instant, puis reprit plus mesuré. « Je voulais seulement dire que, parfois les mots dépassent la pensée, et que dans ce milieu, on s'habitue à une forme de langage, de code, qui nous éloigne des autres. J'ai été pris dans ça. Ce n'est pas une excuse, mais je le reconnais. » Claire ne détourna pas les yeux. Elle attendit qu'il poursuive. « Vous avez réagi avec beaucoup de sang-froid. Vous auriez pu faire de cette scène un scandale. Vous ne l'avez pas fait. Et je vous en remercie. » Il s'interrompit comme s'il attendait une réaction. Mais Claire resta muette. Alors il aborda ce qu'il était réellement venu dire. « Une conférence est prévue à Vienne dans 3 semaines. Le sujet est la gestion de la diversité dans les grandes entreprises. Je pense que votre expérience, votre parole, aurait de la valeur là-bas. On cherche des profils capables d'apporter un regard différent. Et je pense que vous seriez parfaite pour ça. » Claire le regarda fixement. Elle comprit aussitôt le sous-texte. Klaus cherchait à se racheter. Non par altruisme, mais parce que cela servait aussi son image. Elle savait qu'un tel choix lui permettrait d'apparaître comme un dirigeant sensible à la diversité, capable de reconnaître ses erreurs et de soutenir les talents venus d'horizons inattendus. Elle devinait les avantages d'une telle mise en avant pour lui. « Est-ce une invitation formelle ou une tentative de redorer votre image ?» demanda-t-elle, sèche. Klaus resta un instant sans réponse, puis haussa à peine les épaules. « Peut-être les deux. Mais cela ne change rien à votre mérite. Vous avez prouvé que vous pouviez représenter l'entreprise à haut niveau. » Claire se leva alors. Elle était calme, mais chaque mot qu'elle allait prononcer était choisi. « Monsieur Meinhardt, ce que vous appelez « représenter l'entreprise », je l'ai toujours fait. Même en tant que serveuse, je le faisais. Je le faisais en souriant aux clients, en anticipant leurs besoins, en respectant une discipline invisible à vos yeux. Ce que vous m'offrez aujourd'hui, c'est une scène. Ce n'est pas un cadeau. C'est une conséquence. » Klaus ne répondit pas. Claire poursuivit. « Je ne cherche ni réparation ni gloire. Ce que je veux, c'est travailler dans le respect. C'est contribuer avec sérieux et être jugé sur mes compétences, pas sur l'effet de surprise que je provoque. Si je vais à Vienne, ce ne sera pas pour vous blanchir, ni pour qu'on me cite comme exemple rare. Ce sera pour montrer que ce que vous considérez comme une exception devrait être la norme. » Elle le regarda sans ciller. « Et je n'accepterai cette proposition que si je peux choisir mes propres mots, sans validation préalable, sans détour rhétorique. Je dirai ce que je pense, pas ce qui arrange. » Klaus baissa la tête, puis releva les yeux, plus sérieux. « D'accord, vous aurez carte blanche. Et ce ne sera pas présenté comme une opération de communication. » Claire hocha la tête. « Dans ce cas, je réfléchirai à votre proposition. Mais sachez une chose, monsieur Meinhardt, je ne vous dois rien, absolument rien. » Il acquiesça sans chercher à argumenter. Il comprenait, du moins il commençait à comprendre. Il la remercia brièvement, sortit du bureau et laissa Claire seule. Elle reprit sa place, ses documents, son texte multilingue. Elle relut une phrase en allemand et corrigea un mot maladroit. Elle resta concentrée. Son travail continuait. Mais elle savait déjà que la scène suivante aurait lieu à Vienne. Et cette fois, elle ne se contenterait pas de répondre à une provocation. Elle parlerait pour poser des fondations. 3 mois plus tard, Claire descendait d'un train rapide en gare centrale de Vienne. Elle portait une veste grise sobre, un pantalon noir parfaitement taillé, une sacoche en cuir contenant des dossiers, des notes et un badge soigneusement rangé portant le logo de Elmertech.
Elle ne regardait pas autour d'elle avec l'émerveillement du touriste, ni la nervosité de l'intervenant débutant. Elle avançait avec la sérénité de ceux qui savent exactement pourquoi ils sont là. Ce voyage, elle ne le faisait pas pour se faire remarquer, encore moins pour prouver quoi que ce soit. Elle le faisait parce qu'elle avait été choisie non pas malgré son parcours, mais à cause de lui. Le Congrès international sur la diversité et l'inclusion en entreprise se tenait dans un ancien palais transformé en centre de conférence. L'imposante façade baroque avait été modernisée à l'intérieur, avec des écrans géants, des micros suspendus et des zones d'accueil multilingues. Les intervenants venaient de toute l'Europe, chercheurs, cadres, responsables RH, représentants syndicaux. Tous se retrouvaient autour d'un objectif commun: comprendre comment bâtir des environnements de travail plus justes, plus ouverts, plus cohérents avec la réalité des parcours contemporains. Claire fut accueillie par une coordinatrice de l'événement qui lui remit un programme, un badge et un plan du site. Elle repéra rapidement la salle dans laquelle elle devait intervenir. Il ne s'agissait pas de l'amphithéâtre principal, mais d'une salle de taille moyenne, prévue pour des tables rondes avec des témoignages. Elle fut brièvement présentée à 2 autres participantes, une consultante néerlandaise spécialisée dans les biais inconscients et une cadre espagnole ayant dirigé un programme d'intégration pour femmes migrantes dans les télécommunications. Toutes 2 l'accueillirent avec chaleur. Aucune ne lui demanda son titre ou son parcours exact. Elle s'intéressait à ce qu'elle avait à dire, pas à l'endroit d'où elle venait. Quand son tour arriva, Claire se leva calmement, ajusta son micro et se tint droite devant le pupitre. Le public était attentif. Elle commença sans emphase, sans lire, en regardant les gens. « Bonjour, je m'appelle Claire Dubois. Je travaille aujourd'hui comme analyste de communication multilingue pour une entreprise technologique européenne. Mais ce n'est pas par ce poste que je souhaite commencer. » Elle fit une brève pause, puis poursuivit. « Il y a encore quelques mois, je servais des plats et des verres lors de réception de cette même entreprise. Je parlais déjà 5 langues, j'étais diplômée, mais je n'occupais pas de poste stratégique. Je n'étais pas ignorée parce que j'étais incompétente. J'étais invisible parce que j'étais là où l'on ne regarde pas. » Quelques murmures discrets traversèrent la salle, non de surprise, mais de reconnaissance. Claire continua avec la même justesse. « Ce que j'ai vécu n'a rien d'extraordinaire. Des milliers de personnes compétentes occupent aujourd'hui des postes où elles ne peuvent pas exprimer leur potentiel. Pas par manque d'effort, mais parce qu'on confond trop souvent fonction et valeur. Et parce qu'on pense à tort que le talent vient toujours avec un certain costume, une certaine voix, un certain carnet d'adresses. » Elle raconta ensuite, sans dramatisation, l'épisode du dîner. Pas pour pointer du doigt, mais pour illustrer un mécanisme. Elle cita le moment où elle avait entendu les remarques en allemand, puis celui où elle avait décidé d'y répondre, non pas sur le ton de la colère, mais sur celui de la précision linguistique. Elle décrivit la surprise, les regards, le silence, et elle conclut « J'aurais pu choisir de me taire, j'aurais pu rentrer chez moi et simplement digérer l'humiliation. Mais j'ai choisi de dire ce que je savais, avec calme, parce que parfois, parler est moins risqué que de continuer à se taire. » Elle parla ensuite de ce qui avait suivi, l'entretien, l'intégration, le changement de posture. Elle insista sur le fait qu'elle ne devait pas son poste à une générosité ou à une manœuvre politique, mais à une compétence qui enfin avait été prise au sérieux. Elle expliqua qu'elle ne se voyait pas comme un symbole, mais comme une professionnelle qui avait su saisir une opportunité sans perdre sa voix. Elle termina ainsi. « La dignité ne se négocie pas. Elle ne dépend pas de la fonction, du salaire ou du statut. Elle commence dans la façon dont on choisit de se tenir, même quand personne ne regarde. Et parfois, il suffit d'un mot, au bon moment, pour déplacer le centre de gravité d'une salle entière. » Un silence suivit, puis des applaudissements francs. La consultante néerlandaise la remercia avec émotion. La cadre espagnole lui serra la main longuement. Plusieurs participants vinrent lui parler à la pause, certains pour raconter des histoires similaires, d'autres simplement pour dire merci. Claire écoutait, répondait, échangeait. Elle n'écrivait rien. Elle n'avait pas besoin de notes. Elle avait sa mémoire, sa lucidité, sa cohérence. Quelques heures plus tard, alors qu'elle attendait son taxi pour l'aéroport, elle reçut un message sur son téléphone professionnel. Il venait du directeur européen de la communication de Elmer Tech. Il la félicitait pour son intervention et lui proposait de représenter l'entreprise lors d'une série de forums à venir sur le leadership interculturel.
Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, la ville, le ciel d'automne, le flux des voyageurs. Elle sentait que tout ce qu'elle vivait désormais était solide, réel et surtout mérité. Dans l'avion du retour, elle relut mentalement son intervention. Rien à modifier, rien à regretter. Elle repensa à ses débuts au café, à ses silences, à ses efforts pour rester droite dans l'invisibilité. Elle repensa aussi à Klaus, à son visage lors de leur dernière conversation. Elle n'éprouvait ni pitié, ni satisfaction. Elle pensait simplement que certains murs tombent quand on les pousse sans violence, mais avec détermination. À son arrivée à Paris, la nuit était tombée. Elle prit un taxi, observa les rues familières défiler. Lorsqu'elle descendit devant son immeuble, elle leva les yeux vers sa fenêtre, s'arrêta un instant, puis monta les marches lentement. Elle n'avait rien gagné par hasard. Elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Elle était la même. Mais désormais, elle avait trouvé sa place. Et elle n'en partirait plus.